The Punisher se déroule quelques temps après la saison 2 de Daredevil. Afin de ne pas se faire emprisonner, Frank Castle se fait passer pour mort après avoir aidé Daredevil une dernière fois. Nous avions donc laissé Frank Castle à l'état de fantôme, se cachant pour éviter que la police sache qu'il est toujours en vie. Ce dernier essaye de se reconstruire après s'être vengé de toutes les personnes, pense-t-il, qui étaient responsables de la mort de sa famille. Bien qu'il n'arbore plus la tenue de Punisher, Castle est toujours brisé, il ne cesse de rêver de sa femme et de ses enfants, s'est réfugié dans le mutisme et travaille dans le bâtiment, un moyen d'extérioriser sa colère au moyen d'une masse. Cependant, les anciens instincts de ce dernier reviennent au galop lorsqu'il s'agit de se défendre, mais aussi et surtout de sauver la vie d'un innocent. Il rencontrera par la suite un nouveau personnage qui lui révélera que sa tâche de Punisher n'est pas terminée puisque les responsables de la mort de sa famille, haut placés, sont encore en vie. Quelques jours seulement après la fin de Daredevil, Netflix ayant déjà prévu l'engouement des fans autour du personnage, était annoncé qu'une série The Punisher verrait le jour. Néanmoins, ne vous attendez pas à ce que Frank Castle rejoigne les rangs des Defenders, car Netflix souhaite éloigner la série des autres, étant donné que celle-ci a une ambiance particulière. Netflix a-t-il réussi son pari? Nous fournir une série inoubliable, digne de l'engouement des fans en si peu de temps? La réponse est indéniablement oui. J'ai rarement été aussi investi émotionnellement en regardant une série. Elle m'a fait remettre en question plein de choses, jusqu'à moi-même. Nous sommes devant une série qui arrive à faire passer des émotions totalement différentes aux spectateurs, la peur, le rire, l'angoisse, la douceur ou encore la tristesse, et cela servi grâce à des personnages et des acteurs de qualité. Il est impossible de rester insensible à cette série qui fait beaucoup débat depuis sa sortie. Quel est l'enjeu de cette série? Pourquoi celle-ci cherche-t-elle à se différencier des autres séries Marvel Netflix? Et toute cette violence est-elle justifiée? La saison débute sur une paranoïa ambiante qui va clairement s'amplifier au fil des épisodes. Castle est présumé mort, à qui va-t-il pouvoir se fier? On en vient à suspecter chaque personnage d'en vouloir à la vie de Castle et de faire partie d'une énorme machination. Les théoristes du complot devraient par ailleurs adorer la série car elle s'attaque aux plus hautes instances de l'État. Vous connaissez Edward Snowden? Vous aurez le droit à une histoire similaire façon The Punisher. Malgré 13 épisodes d'une cinquantaine de minutes chacun, il est difficile de ressentir de l'ennui tant chaque minute est consacrée soit de l'action, soit au développement nécessaire des personnages, qui contrairement aux autres séries Marvel Netflix, m'ont tous vraiment intéressé. Les seuls moments où j'ai ressenti une légère impatience, c'est dans les moments où il se déroulait beaucoup de scènes en intérieur, ce qui finissait par me rendre claustrophobe, tout comme Micro, qui se montre frustré de ne pas pouvoir sortir quand il le veut. La série n'est pas à mettre sous les yeux de tous, étant comme on pouvait s'y attendre très violente. Il y a beaucoup d'effusions de sang et il vaut mieux être prévenu. Néanmoins, il ne s'agit pas de violence gratuite visant seulement à impressionner le téléspectateur, mais d'un moyen de faire passer un message à travers des scènes qui marqueront un coup sur le spectateur qui de surcroît n'oubliera pas le propos de la série. Ainsi, cette saison 1 s'attaque à un sujet qui a été jusqu'ici très peu traité par des séries télé. Dans quel état d'esprit se retrouve un soldat après la guerre et quelles séquelles gardera-t-il? Ce n'est pas forcément Frank qui sera le personnage le plus utilisé pour porter le sujet, mais plutôt son ami Curtis, par ses réunions de groupes de parole de vétérans où chacun des participants a un profil réellement différent. Tous ont en revanche un point commun, une difficulté à se réadapter à la vie civile. Curtis fait le deuil de sa jambe perdue en Irak et a du mal à accepter qu'il ne sera plus jamais valide comme avant. Certains ont un besoin de reconnaissance que les médailles ne peuvent combler, ils ont l'impression que l'État les a laissés à l'abandon une fois qu'ils sont rentrés au pays. Se pose aussi la question du futur, quelle perspective d'avenir peut avoir un ancien soldat? Comment arrivera-t-il à redonner un sens à sa vie? Et le sujet central de cette saison, comment se remettre des horreurs de la guerre? L'état de stress post-traumatique est une pathologie qui participe à la complexité du personnage de Frank Castle. Ce dernier est tenté par la vision morbide de l'assassinat de sa famille et ne peut s'en défaire même après que ce dernier pense avoir éliminé tous les responsables de ce massacre. Le SPT va fortement s'aggraver à mesure que Frank va devoir replonger dans son passé et se confronter aux crimes qu'il a commis pour servir son pays. Puisqu'effectivement, bien que le téléspectateur ait été touché par la douleur de cet homme qui a tout perdu, il faudra composer avec ses facettes les plus sombres. Et c'est là une des très grandes forces de la série, The Punisher n'est pas une série qui nous dépeint un super-héros à proprement dit, ses failles sont exploitées à chaque épisode, il fait des mauvais choix, se blesse tout le temps et se fait sauver la vie plusieurs fois par plusieurs personnages. Cette saison 1 de The Punisher sera marquée d'un contexte particulier, en effet alors qu'elle met en lumière le débat sur le port des armes aux États-Unis et que la série est en pleine campagne de promotion, Las Vegas est touchée par un attentat. La promotion a donc été suspendue par respect pour les victimes. John Bertal déclara plus tard que la série arrivait au bon moment puisqu'elle relançait le débat sur les armes sans pour autant prendre parti. Aucun parti pris donc? Je ne suis pas tellement d'accord. Force est de constater que la série fait plusieurs allusions à la NRA et qu'elles sont liées à un personnage qui va commettre des actes atroces, même si effectivement ils ne seront pas provoqués par des armes à feu. Il n'en reste pas moins que c'est un personnage instable qui manquera de peu de tuer quelqu'un avec un pistolet. The Punisher touche à des problématiques fondamentalement américaines et il est certain que le regard des téléspectateurs européens ne sera pas le même que celui des Américains, car il nous est plus difficile de comprendre certaines subtilités, par exemple, pourquoi y a-t-il autant de services de renseignement? Pourquoi y a-t-il une loi qui autorise le port des armes aux États-Unis? La série ne s'attarde pas à tout nous expliquer car les Américains le comprennent. Effectivement, c'est en ça que la série est assez difficile à exporter et risque d'être moins populaire en Europe qu'elle l'est sur le sol américain. Ces 13 épisodes arrivent à développer plusieurs axes. Le passé de Frank, les actes horribles qu'il a fait avec d'autres personnages, ainsi que ses conséquences, l'intrigue policière via l'enquête de Madani, et l'évolution du personnage de Lewis.
tout en n'oubliant pas de se concentrer sur le développement des personnages et le message que la série souhaite faire passer. C'est un mélange qui fonctionne parfaitement. Visuellement, on retrouve l'atmosphère sombre des comics accentuée par de nombreuses scènes en huis clos et d'autres tournées de nuit. Les combats sont très bien chorégraphiés et plutôt réalistes puisque Frank se fait plusieurs fois malmener lorsque son adversaire s'avère avoir été entraîné pour combattre. Ils sont intenses et même assez longs par moments, on voit contrairement à Iron Fist que les acteurs ont été réellement bien préparés. En revanche, concernant les gunfights, on ne peut pas parler de réalisme puisque le Punisher est un véritable expert à armes à feu et peut tuer 10 personnes à la suite en changeant d'arme entre chaque tir. Est-ce que c'est si dérangeant ? Pas vraiment. C'est un peu comme si son pouvoir c'était d'être cheaté avec les armes à feu. On retrouve des éclaboussures de sang sur la caméra, des effets stroboscopiques lors des gunfights en intérieur et surtout les réminiscences du meurtre de la famille de Frank sont subtilement tournées. On ne voit par exemple jamais la famille se faire tuer, mais l'on voit des effusions de sang. Quant aux souvenirs de la femme de Frank, à l'image de l'intimité qu'ils évoquent, ils sont souvent représentés par les deux tourtereaux partageant un moment complice dans un lit au milieu du vide, comme s'ils étaient nulle part, hors du temps et de l'espace. On comprend donc que l'esprit de Frank est ailleurs à ce moment-là. Frank Castle n'est peut-être pas un monsieur tout le monde, mais il n'est pas un surhomme et est enclin à l'autodestruction. Bien qu'il ne veuille pas de coéquipier, il faut avouer que sans allié de confiance, il ne pourrait jamais mener à bien ses missions. John Bertal est à son aise dans un rôle qui semble taillé juste pour lui. J'ai plus l'impression de regarder un documentaire captivant lors des moments d'introspection que de la fiction, tellement John Bertal s'est approprié le rôle. Et pourtant l'acteur a failli ne jamais accepter le rôle de Punisher, n'étant pas attiré par les rôles de super-héros. Néanmoins, découvrant que celui-ci n'avait aucun super-pouvoir et aimant la complexité du personnage, ce dernier finit par accepter. Il s'est par ailleurs inspiré de discussions qu'il avait avec des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, du Vietnam ou encore de l'Afghanistan pour incarner son personnage avec le plus de réalisme possible. C'est un acteur méticuleux conscient de la pression que cela représente d'incarner un personnage populaire auprès des soldats américains. Frank Castle est l'homme à abattre. Une fois qu'il a été révélé qu'il était vivant, ce dernier est redevenu l'ennemi public numéro 1. Et pourtant, bien que conscient que ce qu'il fait est juste, il ne mène aucun combat pour s'innocenter ou laver sa réputation. Et même après s'être fait passer pour mort, il n'avait pas fui et s'était seulement mêlé à la masse pour disparaître. C'est un personnage fataliste qui tout au long de la saison se bat pour la vengeance et la justice, mais ne s'inquiète jamais de son propre sort et se résout même à mourir s'il doit en passer par là. C'est une personne loyale qui accorde beaucoup d'importance à ses proches et par conséquent on ne s'étonne aucunement de les voir risquer leur vie pour l'aider. Frank Castle est un personnage qui provoque chez les téléspectateurs des sentiments paradoxaux. L'empathie lorsqu'il s'agit de sa douleur d'avoir perdu sa famille, mais également un sentiment réprobateur lorsque l'on apprend les crimes que Castle a commis, même s'il n'était pas réellement conscient de leur gravité. Il divise car sa vision de la justice n'est pas universelle comme on le voit dans la série et peut choquer. Massacrer des criminels à l'aide d'armes à feu est mal vu dans la série par le gouvernement, alors que dans d'autres séries Marvel, utiliser un super pouvoir pour faire de même n'est pas réprimandé. On a envie de voir Castle triompher de toutes ses épreuves et qu'il trouve enfin la paix intérieure, et pourtant tout au long de la saison il souffrira, et nous avec lui, ce qui au lieu de le briser ne fera que renforcer sa détermination. Nouveau personnage arrivant, Micro est l'atout geek de Frank. C'est un génie informatique qui pour une fois dans une série n'entre pas dans le cliché. Il est non seulement nécessaire à l'intrigue mais surtout au développement de Frank. Il est l'élément qui contrebalance avec la froideur et l'envie de vengeance de Frank. Le duo fonctionne d'ailleurs très bien puisqu'il se complète et donne parfois lieu à des scènes hilarantes, car Frank est souvent exaspéré par Micro, ce qui apporte beaucoup de légèreté à cette série brutale dans tous les sens du terme. Micro est capable de choses que Frank ne sait pas faire et inversement. L'un est pour une approche plus subtile et l'autre plus directe. L'évolution entre les deux personnages est intéressante puisque non linéaire, elle est semée d'embûches et démarre plutôt mal. Micro ne fait pas confiance à Frank et Frank non plus, il va donc s'installer entre eux le jeu du chat et la souris, qui ne se conclura pas immédiatement par une entente cordiale. Micro a besoin de Frank, il ne cesse de tenter de le convaincre qu'il est de son côté, tandis que Frank, solitaire et brisé, n'a pas encore confiance qu'il aura très vite besoin de lui. Micro est un personnage sensible, intelligent et méfiant. C'est parce qu'il a été dépassé par les conséquences que pouvaient avoir ses révélations qu'il a été obligé de simuler sa mort. Autrement dit, il ne fait pas toujours les bons choix, qui sont tout comme Frank influencés par son état émotionnel du moment. On se souviendra entre autres du fait qu'il soit sorti à visage découvert pour rendre visite à son fils en proie au chagrin, risquant de surcroît non seulement sa vie, mais également celle de Frank et de son fils. Micro et Frank se ressemblent autant qu'ils se complètent, tous les deux se font passer pour morts, même si la situation est inversée. Frank se cache pour survivre, pour se venger de la mort de sa famille, tandis que Micro fait semblant d'être mort pour sauver la sienne. Pendant qu'ils vivent tous les deux isolés du monde, les deux personnages se rapprochent petit à petit. Micro touché par les traumatismes qu'a vécu Frank, et ce dernier faisant tout pour réunir une famille trop longtemps séparée. Chacun sauvera la vie de l'autre, ce qui les liera à jamais et rendra leur relation solide comme l'acier. Néanmoins, vers la fin de la saison, Frank se rapproche tellement de la famille Liederman qu'à certains moments, il nous donne l'impression de vouloir voler la vie de David. Bien évidemment, il ne le fera pas malgré les avances de la femme de David, car il a des principes et est fidèle à sa femme, même à travers la mort. Frank n'aura de cesse de penser à elle jusqu'à la fin de la saison.
D'ailleurs, on peut se demander quelle est la nature de sa relation avec Karen Page, le seul personnage avec Turk Barrett à effectuer la liaison entre The Punisher et les autres séries Marvel Netflix. Karen, c'est la blanche colombe de la série, la douceur et l'innocence incarnée. Elle est l'une des seules raisons pour lesquelles Frank ne sombre pas dans la folie meurtrière la plus totale et dans l'autodestruction. Tous deux sont devenus très proches et arrivent à se comprendre sans un mot. Leur relation s'apparente à celle de la Belle et la Bête. Malgré la mauvaise impression que Frank peut donner aux personnes qui ne le connaissent pas, Karen est touchée par sa personnalité, c'est comme si elle pouvait déceler toutes les facettes sensibles et les failles du personnage. Elle arrive à percevoir le meilleur de lui. Frank, quant à lui, souhaite la protéger comme un homme protège sa femme, ce qui me fait me demander si des sentiments amoureux ne seraient pas en train de naître. Karen s'inquiète pour le futur de Frank, et maintenant qu'il s'est vengé de la mort de sa famille, reviendra-t-il voir Karen? Malheureusement, nous n'aurons pas de réponse à cette question dans cette première saison de The Punisher, ce qui peut signifier que leur relation sera beaucoup plus exploitée dans la prochaine saison. Curtis, quant à lui, est le soutien infaillible de Frank et a l'avantage sur ses autres alliés de le connaître depuis la guerre. Curtis est un homme bon, doté d'une profonde empathie qui peut parfois l'empêcher de vivre et le mettre dans des situations dangereuses. Bien qu'il aide les autres vétérans en tenant un groupe de parole, il semble que Curtis ne se soit jamais réellement remis de la guerre, sans vouloir être en vie, pense-t-il au détriment d'autres personnes, et ne s'adaptant toujours pas à la perte de sa jambe. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de se réinsérer dans la société, même s'il ne se sent pas comme tout le monde. Curtis aura tout au long de la saison été un ami indispensable pour Frank, quitte à être blessé ou mourir. Il le cache, lui sauve la vie, alors que nous apprenons par la suite que c'est en partie à cause de Frank s'il a perdu sa jambe puisqu'il n'a pas réussi à tuer à temps la femme qui s'est fait exploser à côté de lui. Curtis n'est pas seulement dévoué à Frank, mais aussi à ses membres du groupe de parole, et quand il voit Lewis plonger dans la folie, il est la seule personne à prendre sans cesse de ses nouvelles, malgré les risques. Tout comme Karen, Curtis souhaite que Frank trouve la paix et arrête sa vengeance. Par ailleurs, c'est à ce dernier que Frank ira rendre visite une fois sa mission accomplie, montrant que Frank est prêt à tourner la page de la vengeance, tout comme celle de la guerre. Madani est l'atout charme de la série. Ambitieuse, intelligente et indépendante, elle représente un modèle de femme forte qui se renforce avec les épreuves. Tout ce qu'elle entreprend émane de son choix personnel, que ce soit dans sa vie professionnelle où elle prendra des risques pour suivre son instinct, ce qui par moments peut lui coûter son poste, ou encore sa vie amoureuse car c'est elle qui décide quand et si elle veut voir Billy. J'avais peur qu'on essaie de nous pondre une copie conforme de Misty Knight car l'introduction des personnages est assez similaire, mais Madani a une personnalité très singulière. Par ailleurs, j'ai trouvé l'actrice plus convaincante à chaque épisode alors qu'au début je n'étais clairement pas emballée par le personnage, mais sa prestation n'est tout de même pas à la hauteur de ses confrères. J'aime beaucoup sa relation avec son collègue Stein, que l'on soupçonne d'être un traître à plusieurs reprises, à cause de ce qui s'est produit pour Misty Knight, mais il s'avère que cette relation est fraternelle, et on est triste à la mort de Stein car on a commencé à le trouver très attachant. Même Raffi, le protecteur de Madani, nous semblait être un traître, une impression accentuée par la paranoïa ambiante installée par le début de saison. Cassel a sauvé Madani par 2 fois et je suis donc intriguée à l'idée de savoir comment leur collaboration va évoluer. Cassel est un justicier, ce qui n'est pas toléré par la police, alors s'il reprend du service, sera-t-elle au travers de son chemin ou travailleront-ils main dans la main comme Misty Knight et Luke Cage? Après les alliés, il est temps de passer aux antagonistes. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais 3 personnages ont retenu l'attention du téléspectateur. William Rollins est le plus grand responsable de la mort de la famille de Frank. L'évolution du personnage entre la mission Cerberus et la vengeance de Castle est impressionnante. Lorsque nous le voyons dans la série pour la première fois, Rollins est un personnage pernicieux qui se cache derrière son statut pour ordonner aux soldats de réaliser des missions qu'ils savent suicidaires ainsi que des missions douteuses qui s'avèrent être des crimes de guerre. Il n'a aucun courage et seul son statut le protège, mais aucunement de la colère de Frank qui n'hésitera pas à frapper son supérieur. Dès le début, Rollins, on le déteste et ça ne s'arrangera pas puisque celui qui nous rappelait le collègue le plus faillot du bureau a des allures beaucoup plus effrayantes. Il est devenu borgne et possède encore plus de pouvoir. Il a d'ailleurs réussi à s'attirer la sympathie de la CIA en faisant passer sa blessure à l'œil pour une blessure de guerre. C'est un homme malin qui s'allie avec le plus de personnes possible afin qu'elles se retrouvent dans l'obligation de l'aider, sans quoi elles tomberont en disgrâce en même temps que lui. Cependant, à la différence de beaucoup de méchants Marvel, Bill Rollins n'est pas un méchant admiré et craint par ses alliés. Billy Russo et Marion James le méprisent de plus en plus à mesure que la fin de saison approche. Bien qu'il ait plus de pouvoir et soit plus cruel qu'auparavant, ce dernier est toujours effrayé par Frank et Billy l'a bien compris. D'ailleurs, Rollins ne se montre qu'à Frank que lorsqu'il le sait à sa merci, dans un endroit clos, attaché sur une chaise et avec non loin la présence de Billy et de ses hommes qui veillent à sa surveillance. Le pensant inoffensif, Rollins se déchaîne sur Frank en montrant son vrai visage, celui d'un homme cruel qui aime la violence et ne supporte pas être touché dans son ego. Billy Russo est le réel antagoniste de Castle. Bien que ce ne soit pas lui qui ait dirigé les opérations contre la famille de Frank, il était son ami et était au courant de leur sort futur sans être intervenu pour empêcher que cela arrive. Ce qui donne à Frank un réel antagoniste puisqu'il y avait un lien très fort entre les deux hommes. Frank le dit lui-même à micro, Billy, c'est ma famille. Il fera également remarquer à Billy que sa famille l'adorait, ce qui a rendu la trahison encore plus difficile à avaler. Surtout que Billy n'était intéressé que par l'argent et le pouvoir, car quand il était enfant, sa mère était addicte à la méthamphétamine, il a donc manqué de tout, vivant dans la pauvreté. Billy a donc mis
son amitié et ses principes au placard pour réussir. Il est à noter que c'est le seul personnage à être rentré de la guerre sain d'esprit, la guerre n'étant pas responsable de son avardise. On sent très vite que le personnage s'avéra être le méchant de l'histoire, l'accent est dès le début mis sur son amitié avec Frank, mais ce dernier ne l'a pas mis au courant du fait qu'il était en vie alors qu'il l'a fait pour Curtis. On se doute donc qu'au moment de cette révélation, les choses tourneront au vinaigre. J'ai beaucoup aimé le fait que Billy semble toujours porter Frank dans son cœur, même s'il se dit obligé de le tuer. C'est lui qui coupe les liens de Frank pour qu'il puisse tuer Rollins et l'observe avec fascination. Il considère Frank comme une bête à la manière de Hulk, quelqu'un qui détruit tout sur son passage lorsqu'il est en colère. Billy est un méchant charismatique, il aime les belles choses, les femmes et l'argent. Il apporte un peu de classe dans une série très brutale et gore. Le choix de l'acteur est selon moi un très bon puisque Ben Barnes interprétait un personnage similaire dans Westworld l'année dernière et l'interprétait à merveille. Le personnage de Billy ouvre la porte à des perspectives intéressantes pour la saison 2. Billy deviendra donc Jigsaw, l'homme aux monstrueuses cicatrices défiguré par les blessures infligées par Castle avec le miroir. Scène qui était par ailleurs très gore. On se doute bien qu'il arrivera à se sortir de l'hôpital et tentera de se venger de Castle. Quelque chose qui nous fera quand même penser à Batman The Dark Knight avec Harvey Dent. Lewis, quant à lui, est l'incarnation propre des nombreux messages qui sont passés dans la série. Et son jeune âge fait qu'au début on a une profonde empathie pour lui, même si elle se dégrade au fur et à mesure de la saison. Son histoire se déroule en parallèle avec celle de Frank, et il est vrai qu'on finit par se demander quel va être le véritable lien entre Frank et Lewis, qui finalement ne se croiseront réellement que dans 2 épisodes. Lewis est donc un personnage en détresse, et malgré l'aide de Curtis, il passe donc du statut de personnage attachant à celui de monstre en seulement quelques épisodes. Même si c'est un personnage secondaire, il n'en reste pas moins important, puisqu'il fait remettre en question le suivi des vétérans après les guerres. En conclusion, The Punisher est un parfait mélange de 2 opposés, l'émotion et la brutalité. Cela se retrouve dans les duos que forment les personnages, comme dans les enjeux ainsi que la mise en scène. Un personnage brut et un homme au grand cœur, la détresse des vétérans et l'horreur de la guerre, les plans sombres à l'intérieur et très lumineux à l'extérieur, tout est dosé parfaitement pour en faire une série marquante, paradoxale et émouvante. Avec une mise en scène soignée et un scénario solide et renversant, je ne peux que vous conseiller la série. Ceci était la première partie de la review sur la saison 1 de The Punisher, une deuxième vidéo verra le jour très bientôt et portera sur le message derrière la série.